Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat sur YouTube, sur Twitch, bonjour les gens qui nous regardent en replay sur YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ensemble pour notre deuxième matinale de la rentrée dans laquelle on parle particulièrement, on fait un petit tour du monde ludique, donc des jeux qui vont arriver, on ne s'interdit pas de parler aussi d'actualité, même si on l'a réparti un peu plus sur la semaine, on en parle quand il y en a tout simplement, il y en a quelques-unes dont on a envie de vous parler ce matin. On va revenir aussi un peu sur le festival de Vichy, puisque ça y est, là on part samedi, rendez-vous à Vichy, on se retrouve là-bas. Si tu vas à Vichy... Pardon, je connais pas cette chanson. Ouais, c'est quand même très différent de Rio. On fera notre tour oui, du c'est monde pas la ludique. même ambiance. Non, oui. Pas tout à fait. Et on terminera par la minute culturelle. Vous le savez maintenant dans nos émissions avec nos invités, mais nous on s'en prive pas non plus, on aime bien vous partager ce qu'on fait en dehors du jeu de société et je privilégie le jeu vidéo, mais je vais vite être j'ai fait un moment que j'ai pas refait de nouveaux jeux vidéo, là je suis sur ce que j'ai joué pendant les vacances. Il va falloir que tu me donnes des conseils vite fait de choses à découvrir. Moi, je risque surtout d'être en retard, en fait, parce que je rattrape. Je fais ce que les gens font dans le jeu de société, c'est-à-dire qu'ils nous disent « Oh, vous parlez tout le temps d'actu, mais moi, je joue aux jeux qui se sont installés. Pourquoi vous parlez pas des jeux d'il y a 3 ans ?» Bah, c'est un peu ce que je fais dans le jeu vidéo. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. En plus, en général, c'est des moments où les jeux sont beaucoup moins chers, parce que le jeu vidéo, ça peut être très cher au moment de sa sortie, donc on appelle ça, il y a un mot pour ça dans le milieu du jeu vidéo, ça s'appelle les patient gamers, les joueurs patients qui attendent que les coûts descendent et qu'il y ait des promos. Et il y a même des sites dédiés au patient gaming, j'ai découvert ça, où tu as tous les jeux répertoriés en fonction de leur prix pour savoir à quel moment c'est le plus adéquat de les acheter. Ouais, j'ai découvert ça. Donc, c'est pas du tout pas à la mode d'être en retard, c'est même plutôt d'actu. Ouais, bon, moi j'aime bien être à l'heure quand même, j'aime bien suivre la nouveauté. En fait, c'est la gestion de l'attente et c'est ce qu'on crée dans cette émission, c'est pour ça que le sujet est intéressant aussi, c'est que rien ne me passionne autant que quand j'attends quelque chose. Quand il y a toute cette phase d'avant dans laquelle on se dit « Oh, ça va sortir, c'est telle date, c'est tel jour, il va se passer des choses », cette attente-là, elle fait partie aussi du plaisir de la découverte plutôt que... Ça arrive, hein, il y a d'excellents jeux, d'excellents livres, d'excellents jeux de société qu'on découvre 3-4 ans après qui sont toujours aussi bons. On le vit, bien entendu, mais malgré tout, cette attente-là, elle fait partie du plaisir de la découverte. Évidemment. Je suis plutôt un pas le temps gamer, moi. C'est parce que j'ai pas le temps que je suis en retard. J'aime bien cette... Elle est très bonne, très bien, très bien. Alors, on va commencer par quelques news. Tiens, juste avant, quand même, un petit mot pour vous remercier, tous ceux qui suivent les matinales, parce c'était un vrai défi pour nous de changer les lignes de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire les actus ludiques l'année dernière. Vous avez bien compris, pour ceux qui nous suivent en live sur Twitch, qu'on n'a rien enlevé au contenu de nos émissions, simplement on a réparti différemment et on a même rajouté. D'ailleurs, le rythme est dur à suivre pour nous pour l'instant sur le début du mois de septembre. On a envie de faire tellement de choses que tout réussir à produire nous demande une énergie et un rythme qui, pour l'instant, on est clairement en sous-effectif. On a hâte de pouvoir être un peu plus nombreux pour pouvoir gérer tout ça. J'ai regardé les stats. Alors, Twitch, on fait un petit peu plus sur Twitch que l'année dernière. On avait déjà 5 matinales par semaine. Donc, ça marche un peu mieux. Sur YouTube, on est à plus 900% par rapport à septembre de l'année dernière. Donc, on avait un doute. Pour l'instant, on est plutôt content sur les stats. Ça marche beaucoup mieux que l'an dernier sur notre fameuse chaîne de replay sur laquelle il y avait quand même un vrai pari. Un pari gagnant, mais surtout un pari qui est important pour nous parce que ça veut dire aussi qu'effectivement, tout le contenu que l'on fait est davantage suivi de manière générale. Ouais. Je corrige parce que dans le chat, ils disent 200%. T'as bien dit 900%. Hein, 900%. Avec un 9. Bon, alors c'est peut-être une semaine comme ça, j'en sais rien. J'ai regardé les 10 premiers jours de septembre. Plutôt content. Alors, il y a des conséquences. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. J'ai eu quelques commentaires de personnes qui nous disent votre chaîne est moins intéressante qu'avant. Ben oui, parce qu'ils comparent la chaîne où il y avait que du monté, que des formats très calibrés, et une chaîne où on rediffuse du live. Et le live, c'est pas le même rythme, c'est pas la même façon de faire. Il y a du vivre ensemble. Quand on a commencé à faire du live sur cette chaîne-ci, vraiment, il n'y avait pas de contenu. On allumait la caméra, on était devant l'ordi, on se baladait dans la pièce, on le faisait debout le live au départ. Il n'y avait pas vraiment de contenu et évidemment, on ne le rediffusait pas sur YouTube. Et tout ça, ça n'a pas existé. Donc les gens comparent à quelque chose qui n'existe pas. Simplement, nos lives ont beaucoup plus de contenu qu'avant, ils sont plus calibrés, il y a plus d'infos à l'intérieur, les émissions sont mieux construites également, mais forcément, si on compare à des émissions dans lesquelles on a coupé tous les blancs, bah oui, là, il y a du vivre ensemble. Là, on partage ce que je suis en train de faire, le développement de la chaîne, mais
c'est des choses qui sont différentes et c'est pour ça qu'on a fait 2 chaînes. Sinon, on mettrait tout sur la même chaîne. Bien entendu, c'est pas forcément très lisible pour tout le monde. Ouais, quand tout est sur la même chaîne, ça commence à être très chaotique et tout se mélange et puis ça fait trop de production par jour à suivre. Et d'ailleurs, on vous remercie parce que la plupart d'entre vous ont suivi le transfert notamment du Tour du Monde ludique sur les replays. Même s'il y a moins d'abonnés à la chaîne de replay pour l'instant, et abonnez-vous, vous êtes quand même vraiment très nombreux à regarder toutes les matinales en replay. Donc merci beaucoup. C'était un pari à faire ce changement-là. Ouais, et alors c'est le pari, on verra comment ça se développe sur la suite, mais sachez que la base de tous nos paris, c'est aussi le fait de se sentir bien dans ce qu'on fait, de se sentir à l'aise, d'avoir de l'énergie, d'être content de lancer une émission, d'aborder des sujets. Et alors là-dessus, le pari est très réussi en ce qui me concerne. J'espère que c'est le cas aussi pour toi, Pénélope. Oui, On a oui. tourné un petit format en plus la semaine dernière qu'on vous a pas encore diffusé. Ah oui, un petit format. Un gros format. Un bon format, ça va être chouette, mais ça prend du temps. J'imagine que... Alors, il y a un peu de temps de montage, d'habillage surtout. En fait, c'est l'habillage qui va me demander un tout petit peu de temps de laisser passer Vichy. Et après, on vous le diffuse. C'est le format dans lequel on revient sur des jeux. 3 jeux par émission simplement. On ne savait pas si on en passait 3 ou 4. Et puis finalement, avec 3 jeux, on est déjà pas loin des 40 minutes, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Bon, et c'était super agréable à faire. J'ai hâte de savoir ce que vous en penserez et comment vous allez le réceptionner. Allez, on continue. On va parler de quelques petites news qu'on a vues. Tu veux nous parler de Carcassonne ? Oui, non, mais alors là, vraiment, on est sur de la news légère, de la news qui prend pas la tête. On est sur, en fait, il va y avoir un festival à Carcassonne pour l'anniversaire, je crois je crois que c'est pour l'anniversaire du jeu. Je sais plus lequel c'est d'anniversaire du jeu. Par contre, je viens de me rendre compte que je ne sais pas. Mais il va y avoir un très grand festival à Carcassonne. Qui mettra Carcassonne à l'honneur le 13 et 14 septembre prochain. Petite chose rigolote, il faut savoir que c'est un total hasard. Le fait que le jeu s'appelle Carcassonne n'a rien à voir avec la ville la ville n'était pas particulièrement le sujet du jeu. Ça a été choisi parce que c'était une cité fortifiée parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que du coup, la ville peut se prévaloir d'avoir son nom sur ce jeu qui est peut-être un des plus grands jeux à succès de ces 30 dernières années. Donc voilà, il va y avoir un festival. Si vous êtes dans la région, je pense que ça peut être sympa. Ils attendent 30 000 visiteurs. Il y aura l'auteur qui sera présent quand même, Klaus-Jürgen Wrede, qui va venir pour l'événement. Oui. Un plateau géant à l'entrée de la ville, des ateliers immersifs. Ça risque d'être rigolo. Moi, franchement, je serais dans le coin, j'irais. Mais après, c'est question d'agenda. Et oui, il y aura un championnat de France du jeu aussi sur place. De Carcassonne, le championnat de France de Carcassonne, très important, évidemment, on a très envie d'y jouer. Est-ce que tu joues à Carcassonne, toi ? Parce que moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une partie de Carcassonne. Je me rends compte qu'il faudrait peut-être que j'y rejoue pour voir. Alors, on me corrige, et c'est bien de me corriger parce que c'est bien quand je dis pas des bêtises. Le festival de Carcassonne a lieu tous les ans depuis 4 ans. Je suis en train de le lire en même temps. Est-ce que j'ai bien préparé mes news ? Moi, je l'ai pas du tout préparé, celle-ci, donc j'avoue que là, j'avais pas fait gaffe. Donc non, c'est pas à l'occasion de l'anniversaire. Je confonds avec autre chose, donc mettez-le de côté. Mais en fait, ça a lieu tous les ans et ça ramène de plus en plus de monde tous les ans. Je trouve ça rigolo, moi. C'est pour ça que je pensais que c'était un événement, puisque 30 000 visiteurs et la présence de l'auteur, ça me semblait assez... Mais en fait, c'est très régulier. Voilà, pardon. Est-ce que je joue encore à Carcassonne ? Ça m'arrive. Pas souvent. De temps en temps. Je sais pas, en fait, mes boîtes de Carcassonne sont rangées quelque part, qui n'est pas forcément le plus facile d'accès, noyées sous toutes les autres. On continue avec une news qui est un peu plus importante. On en a parlé pas rapidement d'ailleurs, on s'est étendu un petit peu dessus mardi, puisqu'on a fait une matinale GBL, donc le prix des boutiques ludiques va être remis à Vichy, mais on est content de revenir dessus avec toi aussi, parce que moi j'ai fait mes sondages, mais j'étais tout seul, mes pronos, mais j'étais tout seul à le faire mardi, vu que mon interlocuteur faisait partie du jury qui a choisi les jeux aussi. Je vois, bah oui, et je connais le problème. Et comme moi, je peux pas faire de pronos sur l'As d'Or, je suis contente de faire des pronos sur les autres festivals. Donc, dans les nommés, on a, pour le travail octorial, Maxime Rambourg pour Présage, Julien et Tom Protière pour Fil Rouge, et Thomas Dagenel-Espérance pour Mimose et Sam, et le voleur de fruits.
des jeux, c'est rigolo de voir un jeu enfant dans cette catégorie. Ah C'est bah oui, mais chouette c'est pas des d'ailleurs. catégories liées à la complexité Oui, des oui, jeux, au public cible. C'est vraiment, on parle des auteurs et ce regard-là, ouais, ben, on y est sensible aussi quand même. Je trouve ça chouette de pouvoir récompenser les gens, de pouvoir parler des acteurs, de ceux qui fabriquent les jeux, plutôt que de parler des jeux uniquement. tout Et à donc, fait. bah, c'est difficile d'analyser parce que ça veut dire quoi le travail d'auteur. Évidemment, ça sera expliqué lors de la remise du prix, mais qu'est-ce Mm. que signifie exactement? Qu'est-ce qu'on a regardé particulièrement? Qu'est-ce qu'on sait surtout du travail d'auteur? Parce qu'on n'a pas toujours le dessous des cartes. Je pense que c'est une catégorie dans laquelle l'innovation doit quand même avoir son importance, l'originalité et puis plein d'autres choses. Le fait que Bon, c'est par variable. exemple, dans un jeu, là, dans les 3 cas, je pourrais dire que quand même les 3 sont assez innovants chacun dans leur catégorie Ouais. et que c'est ça qui, moi, me saute aux yeux parce que Mimosas Sam, on pourrait dire ça existe déjà, mais oui, mais non, ça existe pas pour les enfants bien adaptés de cette façon. Et donc c'est ça qui est innovant et moi si j'avais un pronostic, j'irais sur, c'est dur. Je dis c'est très dur. Bah, Franchement, c'est très dur. J'irais sur Présage quand même, je crois. bah, tu vois, sur Fil Rouge, je connais un peu plus peut-être, parce que c'est vrai qu'on a discuté avec Maxime Rambourg sur Présage, mais je connais pas tout le fonctionnement, le travail. On parle de travail octorial, donc il y a ce côté, comment ils ont développé les jeux, les casse-têtes, les défis, et j'ai vrai que j'ai eu la chance de pouvoir suivre Fil Rouge sur un assez long temps de développement, de voir les versions évoluer, les recherches graphiques, le fait que ce soit deux frères qui travaillent dessus en disant on veut pas faire le même jeu que Mmh. d'habitude, on veut vraiment changer les choses. Donc j'ai cette sensibilité autour de ce jeu-là qui permet aussi, alors je sais pas comment le jury a sélectionné Ouais. les jeux et les informations qu'ils ont eues, mais quand on a ces informations, c'est vrai que c'est celle-là qu'on a envie de mettre en avant aussi. Ouais. Et là, tu vois, pour moi, ça serait un super choix, Fil Rouge. Et tu vois, moi Parce que j'hésitais c'est pas un entre jeu simple. Hein. Mimosas Sam et Présage, donc ils ont tous leur chance, quoi. Mais les 3 sont vraiment des très bons jeux. Le travail d'illustration ensuite, avec, parmi les nommés, enfin non, Et t'as vu, les 3 nommés. c'est pas noté illustration, c'est marqué travail d'illustration. Il y a un Oui. regard qui est différent. Oui, il y a effectivement, c'est on récompense vraiment un illustrateur et son travail et pas juste une boîte en disant ah elle est jolie. On parle vraiment du travail de l'illustrateur et ça c'est intéressant aussi. Château Combo avec enfin Stéphane Escaba pour Château Combo, Julie Gruet pour 15 jours en France et Ben Renaud pour Présage. Alors je suis embêtée parce que comme j'ai dit Ben Renaud, enfin j'ai dit Présage pour le travail octorial. Ça me met en mauvaise situation pour dire que je pense aussi que c'est Présage sur le travail d'illustration. Mais, Ah, mais moi, je c'est suis plus, pareil, c'est 3 très beaux jeux. Hein. Ouais, moi je suis plus sensible à Présage, là. J'hésite pas à le dire, c'est pas du tout un jugement sur les deux autres Mm. jeux. C'est juste que le fameux pas de côté, le développement, tout le regard Oui, qu'il y a eu pour essayer de faire quelque chose qui soit pas du tout attendu d'une certaine manière, parce que Château Combo c'est super réussi, Stéphane Escaba ouais. c'est un excellent illustrateur qui fait toujours des choses qui marchent bien, mais c'est vrai que son style, je l'ai déjà vu ailleurs, je l'ai déjà vu dans d'autres jeux, même s'il l'a adapté à ce jeu-ci en particulier, il a ce savoir-faire qu'on peut voir sur un Vincent Dutray, qu'on peut voir chez un Weberson Santiago, des gens qui Ouais. savent faire des choses de manière incroyable, régulier, avec un vrai talent. Et puis le pas de côté, il nous amène aussi ceux qui changent de style à chaque fois. On se dit waouh, c'est une démarche, une prise de risque. Moi, j'ose pas le faire souvent cette prise de risque. Tout à fait. Et là, oui, moi, mon favori, ça serait Présage, mais pour ce côté-là, en fait, ce côté plus tranché dans le style que ce qu'on est habitué à voir. Et enfin, le travail éditorial. Donc là, on récompense un travail d'édition. Donc là, j'aime bien cette catégorie parce qu'elle permet parfois, alors je vais pas dire de mettre mais parfois de mettre en avant de côté justement le gameplay qui pourrait être perfectible ou autre, hein, on ne sait pas, mais vraiment de mettre en avant le travail éditorial du jeu. Et des fois, il y a des travails éditoriaux qui sont tellement bons qu'ils vont faire briller le jeu à l'intérieur. Donc là, il y a Disto Studio pour Daydream, Gigamic pour Lula et Chèvre Édition et Moon Édition pour la Cour de Versailles. Et j'aurais tendance à moi choisir sans aucune hésitation Disto Studio pour Daydream. Ouais, moi Je aussi, trouve. j'avoue que. Alors, avec une limite, c'est que je connais beaucoup moins le dernier jeu, celui de Chèvre Édition et Moon Édition. Je le connais un peu moins, la Cour de Versailles. Je serais curieux je vais aller regarder davantage ce jeu-là, mais j'ai une moins bonne expertise, ça arrive sur certains jeux. Mais par exemple, là, moi, Daydream, je le dis sans détour, c'est un jeu que j'ai pas aimé, vraiment, en tant que gameplay, mais je trouve que l'édition, le travail qui a été fait autour,
Et si on pouvait prolonger jusqu'à la communication, hein, mais vraiment sur l'aspect éditorial, aussi bien l'illustration que le matériel à toucher, que le format de la boîte, que tout ce qui a été pensé autour du jeu, c'est vraiment du très, 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 très beau travail. Donc, c'est vraiment une catégorie, moi, qui me parle parce que, bah oui, là, je suis contente. J'ai moins aimé le jeu, mais je comprends pourquoi il est nommé, en fait. Et Chalut-Melu, Mochalmen nous dit Versailles est incroyable, ça marche très bien Versailles, il nous rajoute Mom Ludomo, donc j'espère qu'ils seront à Vichy, que j'aurai l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur ce jeu pour pouvoir vous en parler avec plus d'intelligence que je ne le fais ce matin. Alors, oui, pareil pour moi, c'est le seul de la liste, je crois que j'ai pas eu entre les mains. Je voudrais rebondir là, juste, on a montré ça. Alors, j'ai hésité à le faire ce matin parce que je veux pas faire un coup de gueule. C'est pas du tout un coup de gueule, mais j'ai reçu mon ticket presse influenceur pour le festival de Vichy. C'est payant d'ailleurs cette année pour être presse sur le festival de Vichy. Aucun problème là-dessus, tout le monde paye de toute façon. C'est pas un souci particulier. Juste un petit truc qui n'est pas un coup de gueule vis-à-vis de Vichy, mais de manière générale une réflexion que je voulais partager avec vous ce matin, puisque justement on vient de passer sur le travail octorial, le travail d'illustration, le travail éditorial, on met en avant les métiers, les gens, les personnes. L'année dernière, il n'y avait que influenceurs sur ce ticket-là. C'était terrible Cette année, l'année dernière. On a rajouté presse, c'est pas mal, mais on laisse influenceurs. Je voudrais quand même faire une petite remarque. On s'est battu toute la profession pendant longtemps pour dire que, par exemple, les ludicaires, ce sont des ludicaires, ce ne sont pas juste des vendeurs. Ouais, ça serait bien aussi qu'on réfléchisse aux termes qu'on utilise pour les métiers de presse. Pourquoi on laisse toujours ce côté influenceur bien visible? J'ai envie de le barrer, je ne vais pas le faire évidemment parce que c'est pas dans ma nature. Mais il y a plein de créateurs de contenu qui ont choisi en conscience de s'appeler des créateurs de contenu parce qu'ils créent des contenus, ils sont pas là pour faire de la vente. Ce terme de vente qui est insuffisant en fait pour les boutiques. Pourquoi on l'impose d'une certaine manière? Parce qu'il fait partie du terme d'influenceur, qui est un métier très spécifique en plus, influenceur. Hein. Oui, maintenant qui est très défini, même dans la loi du travail, et qui a ses propres règles, et qui est un métier, le vrai influenceur en plus, est en général rémunéré pour être un influenceur. Hein, pour ce qui va... en fait, il partage sa vie. Voilà, il partage sa vie et ça, c'est quand même très difficile. Et moi, c'est un truc contre lequel je me bats depuis longtemps parce que nous, ce qu'on fait ressemble beaucoup plus à ce qui existait depuis 30, 40 ans, le même trick-track, et on n'utilisait pas ce terme d'influenceur à l'époque. Il y avait le terme influenceur, il est apparu quand des gens ont commencé à utiliser leur vie privée et montrer et se mettre en avant pour mettre en avant des produits, ce qui n'a rien à voir, à partir d'Instagram, vraiment, et assez récemment finalement. Et c'est un terme qui est apparu avec une façon de communiquer qui n'est pas la nôtre. Nous faisons de la présentation de jeux, parfois, nous faisons, moi je fais de la critique en plus, donc et toi aussi, maintenant aussi, hein, je dis pas que pas toi, mais on fait de la critique, et le principe, c'est quand même que le but de notre chaîne, de nos chaînes respectives, n'est pas de vendre du jeu. C'est vraiment ça. Et là, le but de l'influence, c'est quand même de vendre du jeu. Donc, c'est un petit peu je pense que je n'ai pas compris, en fait. Je lis sur les commentaires, donc c'est donc que je ne me suis pas très bien exprimé, parce que je lis, ça ne me choque pas qu'il soit marqué influenceur, car la presse a de l'influence. Mais oui, alors dans ce cas-là, on peut dire que ça ne choque pas qu'on appelle son ludicaire un vendeur, parce qu'il vend. En fait, les mots ont du sens et représentent quelque chose par rapport à ce que les gens ont comme idée de leur profession. Quand on choisit un mot et quand on en revendique un autre, d'ailleurs, ça a une signification. C'est que le fait d'avoir de l'influence, on a tous de l'influence de manière générale dans les métiers où on parle du jeu, on le met en avant. Mais ça, vous, dans le chat, vous avez de l'influence. Quand vous parlez, ça donne un but, en fait, dans la profession. Si on choisit d'utiliser ce terme d'influenceur consciemment, si on décide que c'est le nom de ce métier, dans ce cas-là, le but de ce métier, tout le monde le comprend. Et c'est pour ça que c'est mal vu, c'est pour ça que la connotation est péjorative. On le comprend comme ton but, c'est de montrer n'importe quoi pour avoir de l'influence, ce que certains font quand ils partagent leur vie sur Instagram et que derrière, de temps en temps, il y a un lien sur un truc qui n'a rien à voir. Ça existe dans le jeu de société, il y en a qui partagent leur vie aussi sur les réseaux sociaux dans le but de vendre des produits de ceux qui leur ont acheté ces espaces de publicité. C'est pas du tout la même chose qu'un créateur de contenu qui choisit ce terme parce qu'il crée des contenus, des vidéos, et peu importe la qualité de son contenu, c'est pas ce dont je suis en train de parler. Simplement, je pense qu'on a le droit de choisir aussi, de défendre, et comme je le fais ce matin, de se poser la question sur quels sont les termes que l'on choisit. Et il me semble que ce choix-là, on a le droit, nous aussi, d'y réfléchir et de vous proposer que peut-être ce terme-là n'est pas adapté.
Je vais rebondir quand même sur cette phrase, encore une fois. Maxou qui dit vos avis donnent envie d'acheter ou non, donc c'est de l'influence. Tu viens de l'expliquer. Cet argument, je l'entends depuis 10 ans. Cet argument, à chaque fois que j'explique que je ne suis pas influenceur, on m'explique oui, mais tu me donnes envie d'acheter, donc c'est que tu influences. Oui, mais les critiques de cinéma dans les années 60 donnaient envie d'aller voir des films. On les appelait pas influenceurs, on les appelait critiques. Il faut comprendre que les termes ont. Vous dites, c'est pas à prendre de façon péjorative. Je suis pas en train de dire que c'est péjoratif, je suis en train de dire que ce n'est pas la même chose que ce que nous faisons et que nous avons le droit de le ressentir et le droit de le revendiquer. C'est quand même important de pas quand on sent qu'on fait pas le métier que quelqu'un d'autre, on a besoin que ça soit su. Voilà. Oui, et puis on a le droit. Non, mais parce que je relis. En fait, je crois que je suis pas compris du tout. C'est fou ça. Ouais, Je mais relis un c'est autre très commentaire qui difficile nous à dit, faire vous faites comprendre. acheter un jeu, donc c'est de l'influence. Point. D'accord. Mais oui, bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Et le vendeur, le ludicaire, il vend, donc c'est un vendeur. Point. Non, on peut choisir son terme. C'est simplement que je ne dis pas que. En fait, on peut adapter plein de termes qui ne correspondent pas exactement à ce que aux intentions des gens à l'origine, à des métiers. On pourrait changer tous les métiers parce que. Enfin bon, bref. Je pense, c'est la question de la nomenclature, c'est la question du choix, c'est la question de la mise en avant d'une pratique. Et on l'a tellement bien vu sur les prix ludiques qui sont indiqués juste au-dessus, que je trouve que cette question, elle peut se poser à tout. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de raison de rabaisser systématiquement les gens. Et encore une fois, je suis pas vraiment concerné en réalité, puisque moi j'ai ma carte de presse et je peux dire, bah oui, mais moi je suis presse, c'est bon, je m'en fiche, je m'en lave les mains. Mais je pense simplement que ces questions-là, il faut se les poser malgré tout. C'est important de valoriser les gens qui travaillent, quels qu'ils soient. Barracuda qui dit d'ailleurs de façon intelligente dans le chat, qui dit pour faire l'avocat du diable, et c'est intéressant, presse n'est pas non plus forcément un terme beaucoup plus adapté à votre activité qu'influenceur. Pas dans ton cas, puisque toi, tu as ta carte presse. Mais moi, je n'ai jamais revendiqué le fait d'être presse ludique. Je n'ai jamais demandé ce terme. J'ai toujours demandé à être soit critique, puisque c'est exactement la définition de ce que je fais, soit média ludique, qui est beaucoup plus global. On cible comment dire, le support sur lequel on agit, soit créateur de contenu, qui est beaucoup plus flou. Influenceur, il y a dans le terme, pour chacun d'entre vous, la définition préconstruite de ce que c'est, ce que je ne suis pas, ce que je cherche à ne pas être depuis le départ. Et donc, on a envie. Il y a plein d'autres mots. Il y a média, il y a créateur de contenu. Ils existent. Ça marche très bien en fait. Puis après, on met ce qu'on veut dedans, mais c'est suffisamment neutre et suffisamment créateur. Le terme créateur, il est intéressant en fait. Ça montre aussi parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout créateurs. Dans ce cas-là, ça leur correspondrait pas et ça serait bien justement de les différencier. Et il y a journaliste aussi, tout simplement. Et d'ailleurs, moi, mon ancien métier, c'était JRI, journaliste reporter indépendant. Les gens disent ah oui, mais pour être journaliste, faut avoir fait une formation. Non, journaliste, faut faire du travail de journalisme. Oui, et c'est il y a beaucoup la fameuse plus carte de presse pour journaliste, effectivement. Oui, voilà. Mélodie qui nous dit dans ce cas-là, Augustin Trapenard est un influenceur. Bah oui, c'est très très finement observé. C'est la même chose parce qu'il influence les gens. En fait, il faut faire du conseil. Il y a plein de métiers qui sont reconnus et qui ont droit d'avoir des termes qui sont un peu plus élogieux que celui-ci. Enfin, vous le savez bien que c'est péjoratif. Moi, je préférerais bah oui, évidemment. Mais je préférerais que sur les passes, il y ait une précision, par exemple, en plus une précision qui serait utile. Il pourrait y avoir presse ou médias, YouTube, Instagram, parce qu'en fait, c'est surtout nos supports et la façon dont on s'exprime qui fait la différence. Voilà, c'était pas vraiment un coup de gueule, c'était un questionnement. C'était est-ce que vraiment ça voudrait pas, parce que c'est aux personnes qui font ce métier aussi de s'emparer de cette question, de se dire moi ça me va pas, j'ai pas envie qu'on mette ça. Est-ce que voilà, simplement poser des questions, c'est toujours bien. Vous avez le droit de pas être d'accord, bien évidemment. Ah oui, parce qu'autour de moi, des influenceurs... mais vous avez le droit de pas être d'accord. Parce qu'autour de moi, des gens qui ont envie d'être influenceurs, j'en ai plein, et qui le vivent parce qu'ils l'assument. Et encore une fois, je vois même pas ça de façon péjorative. Je trouve que les influenceurs sont utiles et ils font partie du paysage ludique, mais on aimerait juste c'est comme si moi je vendais du pain et qu'on disait que je suis juste... je fais de la boucherie. Vendeur, Voilà, oui. Voilà, je fais quelque chose de précis. Voilà. Un petit mot quand même sur la fin de Ludonote. Alors ça a été annoncé en début de semaine, on a vu les annonces, Cédric explique tout ça dans une vidéo. On vous montre cette petite vidéo là qui est juste là.
Donc Ludonote ferme ses portes. Les jeux qui sortiront chez Ludonote en cette fin d'année existeront toujours, seront défendus par Ludonote, et puis les anciennes IP ont été revendues et achetées par un éditeur américain. Si je me souviens bien, je n'ai pas retenu le nom de l'éditeur en question, mais ils vont continuer. Il va toujours y avoir du Colt Express, du Living Forest notamment, qui sont les 2 gros succès de Ludonote. Vous aurez l'occasion de les retrouver ailleurs. Simplement, c'est un changement de vie aussi, et un regard par rapport à la société telle qu'elle existe aujourd'hui de l'équipe de Ludonote. Oui, oui. Il soulève des questions intéressantes. Et ce qu'on peut dire, par contre, c'est que la Ludonote n'arrête pas d'éditer de nouveaux jeux pour des raisons financières. Parce que c'est souvent quand on annonce cet éditeur s'arrête, et c'est qu'en ce moment, il y a des difficultés, là, c'est un choix de la part de l'éditeur, et c'est très différent. Voilà. C'est pas une mauvaise nouvelle en réalité, c'est plutôt une chouette nouvelle pour eux, c'est d'assumer, d'être heureux de se lancer dans de nouvelles aventures. Et je pense qu'on reverra le nom de Cédric aussi sur d'autres jeux, puisque ça fait partie des choses qu'il aime bien faire également. C'est un choix de vie personnel, et donc du coup on a envie de les féliciter. Ils passent mon chalet, donc on aura l'occasion d'en discuter avec eux et de vous mettre en avant, de faire la fête en fait, faire autour de tout ça, parce qu'on a très souvent des annonces d'éditeurs qui disparaissent, c'est pas trop la fête. Là, c'est pas une décision qui, semble-t-il, est difficile à vivre. En tout cas, on leur laisse la primeur de la façon de l'expliquer. C'est expliqué dans cette vidéo qu'on vous a montrée, mais ils nous le réexpliqueront à leur manière également. Oui. J'avais fait un petit menu en bas de l'écran sur Rendez-vous à Vichy, mais on avait fait la séquence dans les news en réalité, donc on va peut-être pas s'attarder davantage dessus, mais vous pouvez nous croiser sur Vichy. Rendez-vous à Vichy, pardon. Non, mais alors c'est le salon pro, il n'y aura pas le grand public là, sur cette version-là. On essaiera si vous êtes sur le salon pro, des comptes rendus de tout ce qu'on a découvert là-bas, des annonces, des jeux à venir, tout ça, ça sera la semaine prochaine, évidemment. On se retrouvera pour discuter, pour partager avec vous ce qui s'est passé sur ce Vichy. Mais si vous y allez, n'hésitez pas à passer du temps avec nous. J'ai pas trop de rendez-vous, j'en ai quelques-uns, mais pas tant que ça non plus, donc je serai assez disponible. Pareillement. Et nous n'avons toujours pas de jingle avant le tour du monde ludique, ce qui fait que moi je suis. Non, mais je vais prendre mon habitude. Je vais prendre mon habitude. Les changements. Mais oui, c'est bien les changements. Mais dans ma tête, je le chante, la cucaracha, la cucaracha. Voilà. Donc, on passe au tour du monde ludique, et on va regarder tous les jeux qui ont été annoncés cette semaine et qui doivent arriver en fin 2025, 2026, parfois même 2027. On est là pour vous donner envie de vous renseigner. Donc, on commence certains toujours... que vous connaissez déjà, parce que nous, vous savez qu'il y a eu à la fois le sommet des jeux, donc vous avez vu plein de jeux à cette occasion. Le premier, par exemple, vous l'avez déjà vu au sommet, vous l'avez déjà vu en matinale sur un monde de jeux, parce qu'on vous l'avait présenté quand Studio H était passé en juin. Il s'agit de Space Lab, mais les annonces sur les réseaux sociaux, on rebondit souvent sur ce moment-là aussi, et sont arrivées cette semaine, l'occasion de vous en redire un petit mot. On va dire que juste... Ils viennent d'officialiser le jeu, et la sortie, c'est en octobre 2025. Ça vous permet, on vous fait des piqûres de rappel comme ça aussi. Souvenez-vous. Pourquoi j'en reparle d'ailleurs? Parce que moi, j'y ai joué, j'ai trouvé ça super, Space Lab. Ouais, c'est vraiment un des jeux qui m'a marqué sur ces 6 derniers mois auxquels j'ai joué, où je me dis chouette, j'ai hâte de mettre la main dessus. En plus, j'adore les illustrations et le travail qui a été fait autour. C'est un jeu de Corentin Lebras et Johan Goupy, et ça sort là en octobre de fin de cette année. C'est un jeu de construction de tableaux, en fait, de moteur, de tableaux surtout, de construction de tableaux, et avec une disposition du tableau qui est tout à fait particulière, et en fonction de là où vous allez placer les cartes, ça va faire des points. Mais je trouve que le jeu est hyper agréable à jouer. Moi, je surveillez bien Space Lab, vraiment. Donc, on commence effectivement par les jeux qui ont été annoncés en France, mais aussi en francophonie. Je fais pas la distinction. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, vous savez exactement que ça, c'est des jeux que vous pourrez trouver en français. Et les autres, en français, jeux... dans les colonies, quoi. Le francophonie, c'est en gros que ce soit en Belgique, en Suisse, oui, bien sûr. Voilà, on se comprend. Je suis pas dans les. C'est bien expliqué, mais oui. Mais quand je dis francophonie, c'est là où ça parle français. C'est tout. Il y a pas de voilà. Mais non, mais je sais bien. Il me cherche. Donc voilà, Space Lab, c'est le premier. On en a déjà parlé, donc on va pas prolonger dessus. Le suivant, par contre... Ce sont les auteurs de Faraway, donc Space Lab, et c'est chouette de les retrouver ensemble sur un nouveau chouette jeu.
Ouais, le suivant, j'avoue que je n'en ai. Il paraît qu'il était déjà visible aux alentours de Cannes, mais moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Je le découvre complètement. Il s'agit de Orbora, d'Olivier Grégoire, Moi, je l'ai pas vu non illustré. plus. Ouais. Ouais, illustré par Crocotam, qui va paraître en français chez Sit-Down, donc l'éditeur J'ai belge. jamais joué au jeu d'Olivier Grégoire qui était paru l'année dernière, dont on a beaucoup parlé. Tu sais, celui où on construisait quelque chose en volume, ça avait l'air chouette. Et en fait, je l'ai vu de loin sur les annonces et je l'ai jamais vu, en fait. J'ai jamais vu quelqu'un sortir ce jeu et il jouait pas trop loin de moi. J'y repense là tout de suite ce matin en me disant, ah bah oui, je passe à côté de certains jeux. Comment il s'appelait celui-là? C'était publié par Gag, il me semble. Lequel? Ce jeu-là, là, non? Non, le précédent d'Olivier Grégoire. Je te lance sur des trucs compliqués, pardon. Ouais, super. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce que c'était le jeu de 2012 qui... Alors, Ouais, ça va, 2024. Ah, Babylone, oui, c'est ça. d'accord. Ok, oui, j'ai joué à Babylone. J'avais pas... C'est vrai? Ouais, bah, j'y ai pas joué, tu vois, j'ai un petit regret de c'est un truc que je connais pas. Mais c'est pour ça que je t'en ai pas parlé, tu vois. Orbora, j'espère avoir l'occasion d'y jouer. Oui, tout à fait. Alors, dans Orbora, c'est un jeu coopératif dans lequel on va jouer ensemble pour rétablir l'équilibre de la planète. Et donc, on va jouer des cartes, en fait, et chaque carte va nous aider à progresser dans cet objectif final. Et le but, c'est d'organiser. En fait, chacun va avoir un plateau personnel devant lui. Il y a un plateau central. Et on va, grâce aux cartes, réorganiser les tuiles qui sont sur notre plateau personnel pour les envoyer. Voilà, comme finalité, les envoyer sur ce plateau central où on a, avec différents types de missions à remplir, je pense, des types de dispositions sur le plateau central. En gros, j'ai juste lu un petit brief, un petit pitch. L'équilibre de la planète doit être rétabli avant qu'on n'ait plus de cartes en main, et sinon on évacue. Ça sort en février 2026. C'est très joliment illustré par Crocotam. Voilà, on a hâte d'en savoir un peu plus. Ah, et Rachou, qui a apparemment joué au jeu de façon dématérialisée, la chanceuse, dit qu'en fait, on joue au taquin. Donc, je pense qu'effectivement, sur son plateau personnel où on voit les tuiles, elles doivent se décaler et on doit pouvoir les faire sortir pour les envoyer sur le plateau perso. Mais il y a un ordre de couches à respecter. Rigolo. Merci Rachel pour ces précisions. Oui, parce que c'est chez Sit-Down, donc c'est distribué par Neoludis. C'est pour ça qu'elle a eu la chance aussi de le découvrir, ce jeu-là. Moi, je suis toujours curieux des jeux de Sit-Down, de manière générale. Je les aime pas forcément tous, mais il y a systématiquement une idée originale, une envie de faire des choses différentes, un matériel parfois qui surprend un peu. Donc, quand je vois qu'on m'installe un jeu de Sit-Down, je suis plutôt content, moi, en général. On passe au suivant. Et ben là, vous avez fait une vidéo dessus, donc tu en parleras sans doute mieux que moi. Mais Morph, le TCG personnalisable, est vraiment pas cher. J'ai précisé parce que je crois que c'est 2 € le booster, c'est vraiment pas cher. Il est actuellement en cours de financement sur Kickstarter. Oui. Il y a un financement participatif qui a lieu pour pouvoir récupérer ce jeu, alors qu'il y a une originalité dont on a énormément parlé. Là, je peux peut-être moins en parler ce matin. C'est le fait que tu peux mettre les images que tu veux. C'est un peu une pirouette. C'est rigolo. C'est plutôt sympa comme idée. C'est aussi le fait de ne pas mettre d'illustrateur, tout simplement. Ça, on en pense ce qu'on veut. C'est ce qui fait qu'il n'est pas cher. Ouais, j'en pense rien, honnêtement. Je n'ai pas de regard négatif là-dessus particulièrement. C'est plutôt... c'est curieux, c'est marrant. Après, on est ravis de voir des illustrateurs, évidemment, ça n'a rien à voir, mais c'est un projet qui est différent, celui-ci. Le jeu est plutôt pas mal. Moi, je me suis bien amusé avec ce jeu. Alors, c'est ultra simple, ça n'invente pas forcément grand-chose. C'est tous des termes que l'on connaît et des mécaniques qui sont connues dans les jeux à collectionner, mais il est très simple. Ce qui n'était pas forcément le cas du précédent jeu de Gram Édition, signé par Léandre Proust, son précédent jeu de cartes à combo, qui n'était pas si simple sur le plan mécanique, qui était un peu surprenant. Tu sais, tu avais tes cartes en main et en fonction de leur place, ça jouait. Là, le système, il est vraiment original. Il est vraiment, non, pas original, c'est pas le bon terme. Il est vraiment efficace, on va dire, et très accessible. Ça peut être une entrée pour les joueurs de TCG, pas très cher en l'occurrence. Après, à vous alors, voir si vous ça avez peut envie être de une entrée pour les joueurs de... Oui et non, parce que ce qui est intéressant, c'est... moi, le seul truc qui me
fait vraiment envie dans ce jeu, c'est pas le seul truc, mais ça me fait vraiment envie, c'est que moi, je fais partie de ces gens qui possèdent des tas de cartes doublons de TCG dont on ne sait pas quoi faire parce que ça se revend très mal, parce qu'on n'a pas envie de les Ouais. jeter, parce que voilà. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils ont pensé, c'est que du coup, on a ces espèces de cartes perforées qu'on va mettre dans des sleeves et on va rajouter derrière les illustrations des cartes qui traînent chez nous. Donc bon, si on n'a pas de TCG du tout chez soi, bon, on peut mettre n'importe quelle autre carte, mais il faut que ça colle, quoi. Non, t'es pas obligé. En fait, comme tu le vois, il y a des images. Alors là, pour le coup, c'est une Ah banque oui. d'images qui a été utilisée, mais tu peux jouer. Et d'ailleurs, si jamais il y a des tournois, je sais pas s'ils feront des tournois, mais si jamais il y a des tournois qui s'organisent, tu peux pas même mettre tes cartes parce que ça va changer le poids de la carte derrière. Ah, d'accord. Donc, c'est Il prévu. y a quand même des illustrations de base. Il y a des illustrations qui sont pas forcément très intéressantes, soyons clairs, puisque c'est une banque d'images. Il n'y a pas eu une dépense pour avoir accès à cette banque d'images, mais elle n'est pas énorme. C'est pas ce qui fait la qualité du jeu. C'est plutôt rigolo de mettre les illustrations qu'on veut derrière, mais ça n'est pas du tout obligatoire pour le découvrir. Et dans la vidéo qu'on a faite, c'est le cas. On joue avec les illustrations de base. Ok, très bien. Et en tout cas, moi, ça me faisait quand même envie d'essayer le système comme d'habitude, surtout s'il est simple. Et il a fini de tousser. On passe au jeu suivant. Rapide, juste pour dire, il y a une nouvelle boîte de Storybox qui sort, Contes et légendes, ce jeu de Julien Protière et Alexandre Droit qui s'appelait à l'origine... comment il s'appelait déjà avant que ça Storybox, s'appelle Storybox? Dream On? c'était Dream On, oui. Dream On, c'est ça. Et illustré par Elvan Gasse. Je connais pas cet illustrateur, il me semble. J'aime bien les illustrations d'ailleurs de cette boîte-ci. Ouais. Je trouve ça très joli. Et moi, Storybox, je trouve que c'est un indispensable. Personnellement, que ce soit Dream On ou Storybox d'ailleurs, ça fait vraiment partie de ces jeux qui sont hyper grand public et en même temps hyper intelligent, hyper agréable à jouer. Ça va jouer sur la mémoire, mais à plusieurs autour de la table, ça va être rigolo. On va raconter une histoire tous ensemble et il va falloir se souvenir de cette histoire qu'on a racontée pour se souvenir des cartes qu'on a utilisées. C'est brillant. Storybox, ça prend pas une ride et c'est vraiment trop chouette. J'adore Storybox. Et donc, il y a une nouvelle boîte qui sort. Je suis toujours contente parce que, en général, les boîtes différentes rajoutent une petite mécanique, un petit système un petit peu différent d'une boîte à l'autre. Et du coup, elles sont intéressantes, ces boîtes-là. Ouais, celui-ci, quatrième boîte. Alors, je me pose toujours la question d'un point de vue du marché. Est-ce qu'il y a besoin de 4 boîtes de Storybox pour les boutiques? J'en sais rien, mais par contre, pour les auteurs, pour l'éditeur, pour le côté créatif, pour l'illustrateur, pour la mise en avant d'un autre univers, oui, en fait, on avait besoin pour nous faire plaisir, tout simplement. Est-ce que c'est logique? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est chouette? Oui, c'est chouette. Merci, on me dit c'était Laetitia Van Gasse, je tiens à dire son nom. Et l'expérience Storybox, quelqu'un dit une phrase assez intéressante dans le chat qui dit: l'expérience Storybox, je la compare au fait de rêver, on invente une histoire souvent loufoque et on sourit en s'en souvenant. Ouais, c'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. Grosse surprise qui est toute fraîche là. Alors c'est sorti ce matin ou hier. Alors peut-être toi t'étais au courant, moi je l'ai vraiment découvert. Non, j'étais pas au courant. Je l'ai découvert là sur les réseaux, et sur BGG, ils en parlent beaucoup. Bien sûr, c'est ça. Donc, on rappelle le petit historique de Anastir et Elle, ces deux jeux qui étaient des licences Mythic Games qui, comme on le sait, a eu une destinée, une fin vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, les jeux en question ont des notes absolument catastrophiques sur Board Game Geek. Oui. Ne vous y fiez pas. Anastir a une note de 2,5 parce que, bien sûr, c'est le mécontentement de tous les backers, le mécontentement c'est l'éditeur qui a noté d'une certaine manière, c'est pas le jeu. Le jeu n'est pas sorti. Voilà, mais des mécontentements légitimes puisque des tonnes de backers se sont retrouvés avec avoir payé des jeux qui n'arriveront entre guillemets jamais chez eux parce que je les ai pas fait moi ceux-là. Moi non plus. Je les ai pas pledgés alors que j'ai pledgé de précédents jeux. Mais en fait, moi, je l'ai pas vu venir non plus. À la fin, je veux pas vous raconter des bêtises sur ce chat en disant on sentait que ça sentait le roussi. D'ailleurs, on a souvent parlé des jeux Mythic Game, nous, en confiance, en pensant que ça tiendrait, que ces jeux arriveraient. Ah oui, on était plutôt convaincu. On a fait une vidéo d'Anastir, pas de elle, mais Anastir, on l'avait fait. Moi, ça m'avait bien convaincu. J'étais ravi de le présenter sur la chaîne. Derrière, l'histoire de la boîte n'a pas été très respectueuse, on va dire, des personnes qui ont pledgé ces jeux-là. Il y a pas mal de monde qui ont le bec dans l'eau. Alors, le jeu avait été revendu à Cool Mini Renault, c'est ça? Oui, exactement. Le jeu a été revendu à Cool Mini Renault, qui, comme on le sait, alors je crois qu'il y a
il y a une faute dans difficulté, désolé, j'ai mal écrit, qui, comme on le sait, à Cool Mini or Not, c'est pas Ça non va pas plus la mieux. très très grande forme. Donc ils ont racheté les licences, mais derrière ils ont eu des difficultés financières également. Donc ils ont dû là, Cool Mini or Not, c'est un peu les femmes et les enfants d'abord. Donc ils ont revendu les licences, beaucoup de leurs licences, et vous verrez après, ils sortent des petits jeux. Donc c'est très surprenant. Hein, c'est Cool Mini Game or Not maintenant. Mais donc, on voit que Don't Panic a acheté les 2 licences, Anastir et Elle, pour les sortir. Alors, du coup, les sortir en français. Mais moi, alors, je suis contente, je suis flippée parce que on se dit, mais est-ce que c'est pas des jeux maudits à un moment? Don't Est-ce- Panic, c'est un éditeur qui est installé quand même depuis un certain temps, qui a peut-être une meilleure surface pour prendre ce type de risque. Alors, c'est pas non plus un éditeur qui fait des jeux dont on parle tous les jours. Enfin, c'est pas Asmodée, hein, d'un autre côté. Ils sont distribués par Asmodée d'ailleurs, Don't Panic Games. Mais je pense qu'ils ont la carrure pour pouvoir porter ces projets-là, parce que dans le fait de les revendre, il y a aussi l'annonce que les gens qui ont pledgé vont récupérer leur jeu. Ils devront repayer les frais de port. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est déjà un moindre Et mal. ils auront sans doute pas tous Pas la même les version, add-ons oui, c'est qu'il y aurait possible. eu. Ça, Voilà. Je pense qu'ils auront des versions simples. Et puis, on ne sait rien, en fait. Hein. Je ne sais même pas s'ils vont faire des versions pour les pledgers. Ouais, on n'a pas toutes les infos là tout de suite, mais l'annonce, c'est qu'il y aura des versions gratuites pour le jeu, pour les gens qui ont pledgé aussi. Donc, en fait, j'ai pas eu le dessous des cartes. Il faudrait que je pose la question à Cédric Lettardi, l'éditeur de Don't Panic Game, pour savoir son idée, pourquoi il le fait, parce qu'il y a aussi une prise de risque d'une certaine manière en matière. Alors, je pense pas que oui. Don't Panic Game va pâtir de l'image du fait de proposer un jeu. Là, c'est plutôt, ils ont plutôt mis la cape de sauveur sur cette histoire-là. Mais quel est le défi? Je pense qu'ils aiment bien les jeux, tout simplement. C'est des bons jeux. Et puis sortir des jeux qui ont 2,5 sur BGG, même si tout le monde sait pourquoi, c'est quand même une prise de risque. Moi, j'ai joué à Anastir, j'avais trouvé ça cool aussi. Par contre, j'avais un gros rêve autour de Hell. Moi, à la sortie, à l'annonce de Hell et de ce que c'était, je m'étais dit, mais c'est génial, je veux absolument jouer à ça. Les vidéos de l'époque qui datent de Dice Tower, qui ont presque 5 ans, m'avaient fait complètement rêver. Moi, ce que je crains, par contre, c'est des jeux qui ont traîné comme ça à ce point. Est-ce que quand ils vont sortir, il va pas y avoir un petit décalage? Après, tu sais, si le jeu est bon, j'espère quand même qu'un bon jeu, t'as envie d'y jouer. Mais dans l'aspect innovant de certaines mécaniques, depuis, ça bouge, ça bouge. On est sur du narratif. Pas Anastir, mais... C'est rare que... Si, Anastir, il y a quand même un bon côté narratif. Oui, mais c'est quand même un hack and slash. Mais la mécanique d'Anastir était vachement innovante et elle l'est toujours, je pense, à ce niveau-là. Dans Anastir, vous partiez à l'aventure et vous aviez des plateaux qui défilaient, un petit peu comme dans Underroad Vendetta, en fait, avec vos héros. Vous êtes sur des montures et vous allez trucider des méchants à coups d'épée et de hache. Et c'était plutôt très dynamique comme jeu. C'était vraiment chouette. Et Elle est vraiment le gros jeu narratif très, très costaud. Donc, j'ai un rêve autour de Hell. On va surveiller ça. On est content que ces licences ne disparaissent pas. C'est des jeux qui sont illustrés, qui sont finis, le gameplay existe, le matériel, et en fait, tout est fini, il faut juste les produire, quoi. Donc, la partie, j'ai envie de dire, la plus difficile a été faite. Donc, est-ce que cette fois-ci sera la bonne? On va voir. Voilà, pour ces 2 jeux, on en a parlé longuement, mais forcément, il y a un peu d'actualité. Bombix dévoile le nom du visuel et le visuel d'un de leurs prochains jeux, Les Secrets de Vardenkin. Alors, c'est le jeu, moi j'ai pas arrêté de vous en parler avant les vacances, en fait c'était avant, ça s'appelait, il y avait un autre nom, c'est le Spoon River, avec un cimetière qu'on regarde, des cartes, etc. Je vous en ai beaucoup parlé. Moi je l'attends à mort. J'ai pu jouer à la première énigme, parce que vous verrez, c'est un jeu d'énigmes enquête, mais très 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 particulier, puisqu'on va regarder les pierres tombales d'un cimetière et en faire des déductions. Je trouve le système génial. C'est un jeu de Paolo Mori et Silvano Sorrentino. Je trouve le système du jeu absolument génial, hyper innovant, hyper accessible. La narration est hyper immersive de par ce fait de la mécanique qui permet l'immersion. Et je suis en plus ravie de voir que c'est Florian Belmonte qui fait l'illustration. Ouais.
Bah, je suis Et content pour lui parce que quand il s'est lancé dans l'illustration, au début, je me suis dit waouh, il se lance. C'est une deuxième carrière qu'il essaye de faire. Et il me dit ouais, je veux faire des jeux, je veux faire des BD, des choses comme ça. Et bah ouais, je me suis dit est-ce que j'oserais faire ça sur le plus long c'est un terme, c'est changer de virement, métier un et tout. En même temps, on changement l'a fait sur énorme la de vidéo. métier. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, Aline aussi a fait un gros changement c'est de chouette métier. qu'il arrive. C'est Ouais. vraiment une très bonne nouvelle. Je suis content. J'ai hâte de le voir. Voilà, qui est donc Florian, qui travaillait pour Trick Track en tant que Et qui faisait la du vidéo, côté lui. qui Les faisait la chemins vidéo inverses. chez Trick Track. Voilà, c'est fou, hein, c'est vraiment. Et donc, je trouve que la couverture est assez intrigante avec un vrai justement, c'est très typé, très tranché. C'est chouette. J'ai hâte d'avoir ce jeu entre les mains et de le partager avec les gens. On a eu des petites consignes, faut pas trop parler des enquêtes parce que c'est tellement génial ce qu'on découvre que faut pas trop spoiler. Je lis sur Mais le chat, il y a un look Black et Mortimer. Je vois pas du tout de look Black et Mortimer, c'est de la ligne claire Black et Mortimer. bah oui. Non, mais c'est le côté noir et un peu Il y a des noirs derrière, des expressionniste. aplats de noirs, mais tu vois pas des C'est ombres comme ça. expressionniste. Mais oui. Non, c'est très typé et je suis ravie. Voilà. Et ça, c'est la fin des annonces entre guillemets. Vous allez voir la fin des annonces de jeux en France et en français. Mais c'est pas la fin des jeux faits par des Français. Oui, et puis Collect, il y aura une version française, non? Tu crois pas? Non, c'est pas sûr Oui, encore. mais bien sûr, mais pour l'instant, ça n'a été annoncé que par Simone, donc dont on parlait il y a 2 secondes et on vous disait ils ont des difficultés financières et qu'est-ce qui sortent? Un petit jeu de cartes. Ça, c'est vraiment on voit que la tendance. Alors, j'ai eu une autre explication en lisant le BGG sur le fait qu'il y ait beaucoup de petits jeux de cartes aussi aux États-Unis qui sont en train de se développer. C'est par rapport aux frais de port, bien sûr. Et comme les douanes c'est très compliqué en ce moment, ils misent sur des jeux qui pèsent moins lourd. ça paraît logique. Collect est un nouveau jeu de Jérémy Ducret et Johan Goupy, illustré par Simon Caruso. C'est vraiment la team France et qui vient d'être dévoilé par Simone, qui est, je le rappelle, une boîte localisée à Singapour. Donc on n'est vraiment pas du tout. Enfin, pour l'instant, pas d'annonce de VF, mais ça devrait bien évidemment arriver, je pense, par Asmodée. Non, c'est Asmodée qui s'occupe de localiser Simone, si je dis pas de bêtises. Alors il y a ceux qui disent Simone, ceux qui disent. Il y a des gens qui disent Simon. Pourquoi? Non, il y a ceux qui disent Cool Mini or Not, quoi, parce que Simon Caruso. ouais, Ok. ouais. Simone, je comprends plus rien. Oui, tout à fait, j'ai fait. Donc, en gros, on est le roi est parti, la jungle est dans le chaos, et chaque animal va essayer de se frayer un chemin. Vont se bagarrer pour essayer d'être le roi à la place du roi. Donc, c'est pour ça que la petite illustration où le petit personnage essaye de se mettre la couronne sur la tête, c'est le caméléon qui lui a plein de pouvoirs différents. Donc à son tour, on tire une carte et on la place dans une ligne qui est devant nous. Et le but, c'est d'aligner certaines cartes d'une certaine façon. Mais par contre, chaque carte est livrée, bien sûr, avec sa capacité spéciale qui va changer l'équilibre autour de la table. Alors, ce que j'ai lu, c'est que quand on tire une carte sur une des 2 piles, on a le choix soit de la prendre, soit de la mettre sous une autre pile et de prendre une autre carte. Enfin, bon, voilà. C'est un jeu qui va donc reposer sur pas mal quand même de hasard, mais avec des petites décisions et un petit peu de stratégie. C'est petit jeu de cartes tout simple. Et c'est vrai que là, on se dit, ah ouais, on n'était pas habitué à ça chez Simone. Donc ça sort en 2025, donc ça sera peut-être même visible à Essen déjà. Très efficace, très Common, grand public. ouais. C'est vraiment, on est à mi-chemin entre un jeu dans lequel il y a des petites actions spéciales à faire, un peu à la Sea Salt and Pepper, on va dire, en termes de complexité, et il y a de l'ambiance un peu à la Flip 7 en termes de plaisir. Ah, tu y as joué. On continue avec Tropicao. Tropicao, c'est un nouveau game. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme les micro-games. On a l'impression d'en annoncer toutes les 20 minutes. C'est de Goro Sasaki. C'est un jeu dans lequel on va tout simplement acheter des fruits et revendre des fruits. Donc, on est sur ce genre de jeu qui est un peu économique. Et j'étais en train de lire en même temps.
Mais voilà, c'est un jeu d'achat et de vente de produits et de fruits au centre de la table. Vraiment, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire, à part que c'est Oui, un c'est du nouveau endgame et donc qu'il y a on des... a envie de voir les Voilà, visuels à chaque fois. On se dit, oh là là, ça va peut-être être chouette. On regarde ce qu'il y a, on voit les petites boîtes colorées et ça nous donne envie d'y jouer. C'est déjà une information en soi. Après, on va pas bah oui. broder sur la mécanique, mais on va surveiller. On ira voir à Essen parce qu'à Essen, il y a tous ces stands d'éditeurs qui viennent de loin et qui nous ramènent des jeux. Il y a le fameux stand commun des éditeurs japonais, notamment. Je sais pas si Ah oui, toute la partie asiatique, elle est dingue, hein. t'en Moi, prends j'ai pas mal, toi, passé... sur Essen. Ouais, c'est un peu... Bah, en fait, là, il faut savoir que les jeux asiatiques sont difficilement... sont pas tous importés, et puis ils sont difficiles à acheter parce qu'il y a des gros frais de port en général. Donc, ils vendent, ils en amènent quand même pas mal de stock. Et oui, ça fait partie de ces petites boîtes de jeux que parfois j'achète uniquement pour la couverture en me disant, on verra. Bon, question de budget aussi, évidemment. Bah oui. On continue avec The Great Sea. Et là, on est sur Garfield Games. Ouais, alors ça, c'est la grande annonce de l'éditeur. la semaine, hein. On est quand même sur le jeu dont tout le monde a parlé cette semaine. Tout le monde surveille les nouvelles annonces de Garfield Games, même si c'est pareil, ils en annoncent tellement dernièrement qu'on commence un tout petit peu à avoir cet effet flou de attends, c'est quelle trilogie déjà celui-là, c'est quel auteur, etc. Donc c'est le prochain jeu expert de chez Garfield Games qui, cette fois-ci, c'est les mêmes auteurs que Circadien, l'Ordre du Chaos. J'avais adoré Circadien. Ça fait vraiment partie des jeux que j'ai beaucoup aimé chez Garfield Games. Donc les auteurs, c'est S.J. McDonald des Zach Smith. Le jeu est illustré toujours par Sam Phillips. Alors au début j'étais pas fan du style de Sam Phillips et je suis en train de m'y habituer. C'est bizarre, hein. Il y a quelque chose que j'aimais pas du tout et que je continue de trouver un peu bizarre, mais je me suis habituée et je trouve aussi que Mais je peux c'est quand comprendre même ça. des couvertures qui sont marquantes. Ouais, il y a des types de jeux dans lesquels on a pris tellement de plaisir, qu'on s'est habitué au graphisme, que même quand on les revoit, on se dit ah oui, là, j'avais bien aimé le précédent. T'as une sorte d'envie d'y aller. C'est valable pour plein de domaines différents, mais la perception, le graphisme, il y a évidemment un regard spécifique sur le type de dessin dont il s'agit, qui va vous parler plus ou moins, mais il y a aussi de l'émotion à l'intérieur, et cette émotion, elle peut être générée par plein d'autres choses. Ouais, donc voilà, au début c'était vraiment un illustrateur où je disais carrément que c'était moche et maintenant je suis là, c'est plutôt pas mal, donc ça peut vraiment évoluer. Donc la Grande Mer, puisque c'est ça son nom, c'est bien sûr la Méditerranée. Je sens que tu vas l'appeler grand-mère. Voilà. Non, c'est les Phéniciens. Ce jeu va parler des Phéniciens parce qu'en général, tous les jeux de Garfield Games sont des contextes historiques, voire religieux, hein, de temps en temps. Ils vont chercher leur thème dans l'histoire et les textes mythologiques. Et donc là, c'est les Phéniciens qui se sont fait un nom au travers de l'histoire en tant que commerçants, marins, navigateurs, etc. Et et on va être en fait un chef de la ville État, soit de Tyr, soit de Sidon, soit de Byblos ou de Arwad, et on va créer une flotte. On le voit, hein, ça va être un jeu avec des bateaux. Moi, j'aime bien les jeux où il y a des bateaux. Ça me fait toujours espérer qu'il y ait une carte au centre de la table avec des bateaux qui se baladent dessus. Non, mais des bateaux sans carte. Okay. Non, mais t'aimes pas les plateaux avec une map? Si, Moi, j'aime bien. j'adore Voilà. tout ce qui est géographique de manière générale, tu vois, c'est pas le terme Pareil. du bateau en particulier, mais dès qu'il y a une géographie, une carte, je suis content. Bah moi, quand on me dit rassemblez votre flotte, je me dis il y aura peut-être une map, voilà. Et on va devoir être la ville la plus influente en Méditerranée, donc on va construire et mobiliser nos navires, on va se contrôler des sites sur la carte, hein. Je pense, il y a pas d'image, mais je lis un petit peu ce qui est. Voilà, on va fortifier des routes commerciales. Encore une fois, je pense qu'il y aura une carte. Et dans ce jeu, on gagne en étant le premier. Alors moi, j'aime bien les courses aussi comme ça, où c'est pas une course au point, mais c'est le premier joueur à remporter la victoire par la conquête ou le commerce. Donc, ça sera des aspects qu'il faut remplir et quand on atteint un but, la partie est terminée. J'aime bien ces déclencheurs de fin de partie et de victoire. Donc, en général, ça donne vachement de tension et de rythme à un jeu puisque ça évite de tomber dans trop je rallonge mes tours indéfiniment. Voilà. Donc, c'est la Grande Mer. Et moi, dernièrement, j'avais pas aimé la trilogie du désert, pas particulièrement, sauf le dernier volume. Et j'ai beaucoup aimé The Anarchy, j'ai beaucoup aimé Scarabrae, surtout The Anarchy, on va dire.
Et bah, du coup, je re-regarde avec beaucoup d'attention les nouvelles sorties de Garphield Games. Et c'est quand même toujours un événement pour les joueurs experts. Oui, bien sûr. Et ben voilà, on va surveiller ce jeu plus attentivement. On est curieux de voir ce que ça donne. Est-ce que ça va rejoindre d'autres tables? On continue avec Heavy is the Crown. Ouais. Alors là, pour le coup, la couverture... Elle est magnifique. On dirait une couverture des années début 2000, fin 90. C'est un... J'ai hésité à le citer, mais en fait, je l'ai cité parce que c'est un jeu de Robert Plesovich, qui était l'auteur de The Great Wall, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui a malheureusement peut-être pas eu le succès qui, pour moi, il méritait, mais qui était un énorme jeu magnifique. J'ai une Original, en boîte en fait. trop de The Great Wall, d'ailleurs. Faudrait que, moi, j'ai la flemme de revendre mes boîtes, mais je l'avais pris et j'en avais reçu une autre. J'ai une boîte de trop. Si ça intéresse quelqu'un à Vichy, si quelqu'un cherchait ce jeu désespérément. Ah bah voilà, il donne. Et c'est un beau cadeau, hein, parce que c'est vachement Ah bah, bien. j'ai pas dit que je le donnais. Qu'est-ce que tu... Pardon. Et voilà, comment foutre la merde. Donc c'est un jeu. J'ai pas mis le nom d'origine. Vous comprendrez pourquoi j'ai pas réussi à le lire sur la. Alors non seulement, alors j'ai fini par le trouver sur BGG, mais le W est censé être séparé du reste des mots. Et vraiment, je trouve que ce logo est foiré. On comprend rien de ce qu'il y a écrit. On voit même pas si le N final. Enfin, faut deviner les lettres. Hein. C'est le nouveau jeu. Mais Heavy as the Crown, En même temps, c'est ça un doit pas jeu. être notre langue. Hein, donc là, clairement, même si je les devine, les lettres, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'il y a même le doigt par-dessus. Non, l'autre chose c'est que le petit résumé du jeu, je trouve qu'il n'est pas détestable non plus. C'est on va jouer le rôle de prétendant à la couronne. Et en fait, on va observer et manipuler des armées qui se battent sur un plateau commun. Il y aura un plateau et alors je ne sais pas encore si c'est des pistes ou si c'est un plan ou une carte, mais on va manipuler des armées qui ne sont pas les nôtres forcément, mais il va falloir prendre parti des factions au moment le plus intéressant. En fait, le but c'est d'arriver à se hisser sur le trône et d'être très opportuniste. Donc j'aimais bien l'idée, c'est le genre de jeu que je vais aller regarder à Essen s'il est déjà présenté pour voir si c'est tentant. Le jeu suivant est plus intéressant. Alors, on en a encore Deco. quelques-uns, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Deco, c'est le prochain jeu de Haakon Oelgaarder. C'est l'auteur de Villagers, de Street et de Moon. C'est cette série de jeux un peu blancs. Je ne sais pas si vous voyez ces boîtes allongées avec un style graphique très particulier qui ne ressemble pas du tout d'ailleurs à cette couverture-là. Et c'est un Villagers avait été traduit en français je me demande, c'est pas village, mais je crois pas. Quelqu'un aura peut-être la traduction. Moi, j'avais bien aimé ce jeu-là, vraiment beaucoup. Et en fait, Deco, j'ai lu le pitch, c'est Balatro. Voilà. L'idée, c'est Balatro derrière, on le sent. Il y a beaucoup de jeux qui se basent sur Balatro, j'ai l'impression. Hein. Oui, il y a beaucoup de jeux qui se basent sur le poker dernièrement, en fait, vraiment. Je pense que c'est à cause de Balatro, entre autres, et puis qui a remis la mécanique du poker dans la tête de tout le monde, et qui a ouvert les possibilités aussi du poker. Donc, c'est un poker traditionnel. On parie, on va jouer normalement, sauf qu'on va pouvoir acheter des cartes à la fin de la manche pour augmenter des cartes spéciales, des cartes avec des jokers, etc. Donc, en lisant, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment Balatro, mais pas Balatro, hein, on n'est pas en train de vous dire Balatro, le jeu de société, mais ça s'inspire très largement de mon point de vue de Balatro. On va pouvoir brûler des cartes pour alléger notre deck et plier des règles. Non, mais vraiment, c'est du deck building de poker, donc c'est Balatro. Et du coup, sur Balatro, j'ai vu passer quelques protos qui reprennent le système, le fait d'avoir des pouvoirs cheatés, de réussir à progresser de manière hyper agréable et pas forcément progressive d'ailleurs. Ce système, on va le retrouver avec d'autres thèmes que le poker. C'est vraiment un jeu qui va inspirer énormément les créateurs dans les années qui viennent. Ouais, non, mais je pense que on va sortir des jeux de pli pour retourner vers la mécanique du poker. Ce qui, moi, me réjouit parce que j'adore la mécanique du poker. Vraiment. Jeu suivant, on part au Canada. Là, je ne sais plus où on était. On était dans le nord de l'Europe, Suède, Norvège, je crois. C'était
Donc là, on est au Canada, mais pour un jeu tout à fait de chez nous, entre guillemets, puisque c'est un jeu de Bruno Fedouti illustré par Christopher Ryan Chan. On y a joué. Moi, j'y ai joué au On y a joué chalet. ensemble, non? Est-ce qu'on a Ouais, joué au chalet? Oui, il me semble, hein. j'y ai T'étais joué avec de cette Bruno partie-là? Fedouti, je crois. Et c'est parce qu'avec toi, je crois qu'on a joué à un autre jeu. Celui-là, c'est celui, en fait, c'est Seychelles, donc c'est un jeu abstrait. Oui, Avec oui. des petits jetons qui représentent des coquillages et vous allez c'est vraiment le jeu abstrait où vous allez promener un jeton sur le plateau et en fait en prenant quelque chose parmi tous les coquillages, ça va donner comment dire une direction à votre adversaire sur ce qu'il va pouvoir prendre et le but c'est de récupérer des coquillages et d'en faire des collections. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal dans la catégorie jeu abstrait. J'ai bien aimé moi Seychelles, plus qu'un autre qui nous avait fait essayer aussi et qui était et assez voilà, qui sort donc chez KTGB au Canada en 2026 celui-ci. Alors effectivement, il nous a fait tester plusieurs jeux en même temps et je suis un peu perdu. Je ne sais plus lequel des deux il s'agit de celui-ci. Ouais. Le visuel ne m'aide plus à... Parce que il y avait 2 jeux sur le thème marin, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, alors celui-là, je crois que c'est vraiment celui où les coquillages étaient sous forme de jetons ronds et répartis de façon un petit peu Oui. pas carré, pas en ligne. C'était un petit peu Ouais. plus Bon, souple. voilà. Vous voyez les grands spécialistes. Là, c'est un peu Pépé et Mémé qui vous parlent des gens en disant mais on n'y aurait pas joué ensemble. Ah, je sais plus qu'est-ce qu'on avait mangé ce jour-là. Moi, je sais que j'y joue avec Bruno. Mais oui, mais moi aussi, j'y ai joué, bien sûr. Bon, on est toujours content de voir un jeu de Bruno Fedouti qui reparaît. 4TGB, donc pour cette version-là. Voilà. Et merci à Chalumelu qui nous dit « Notons qu'il est interdit désormais de ramasser des coquillages sur la plage dans la vraie vie. » Moi, c'est un peu triste quand même. Moi, Même j'en si c'est repose bien pour la des coquillages. planète, moi, je trouve ça un petit peu triste. C'est un peu triste. C'est une des premières choses que j'ai offert à Marjorie, c'est un coquillage. C'est nul, mais voilà. Eh ben, Ah, c'est vraiment nul. Pépé et Mémé, là. On raconte Ouais. tous nos souvenirs de jeunesse. Ah, et tout. tu te souviens? Moi, j'écoute la mer dans les coquillages. Voilà. Donc, Inkdoms. J'ai Maud qui dit dans le chat, remets-le. Non, mais jamais. Inkdom est un jeu. Alors, c'est un jeu c'est assez drôle parce qu'ils ont changé dans la description de l'éditeur dans BGG. C'est parce que c'est un éditeur russe, Hobby World, et ils ont changé leur description en Eastern Europe, Europe de l'Est. Parce que, ouais. Je me demande bien où c'est. Et donc, je pense qu'ils ont eu. Ça a été très compliqué hein, pour Oui, pas c'est mal pas drôle du d'éditeurs. tout, hein, d'ailleurs. Non, Là, c'est pas drôle. Pardon. C'est pas drôle pour eux parce que c'est pas parce qu'ils sont russes qu'ils sont en accord avec ce qui se passe en Russie. Non, Donc, mais après, la politique, ça dépasse beaucoup. parfois les personnes. Hein, c'est des mouvements sociaux et on peut comprendre aussi que ces boycotts existent. Voilà. Et donc, et oui, tout à fait. Mais pas mal d'éditeurs ont soit changé leur description, soit migré carrément hein, leurs sièges sociaux ailleurs. Après, il faut pouvoir le faire. Ce qui prouve que les boycotts en eux-mêmes ont une incidence. Et donc, ça permet aussi de montrer... Enfin, on ne peut pas être éditeur de jeux actuellement, c'est compliqué si on vient de Russie. Donc, ils trouvent des stratagèmes, voire des délocalisations. Et pour justement montrer que c'est pas possible. Mais ils existent toujours. C'est un jeu de Ivan Tuzovsky, illustré par Anna Kalchenko, Lalou, Ivan Chavrin et Ekaterina Zarova. Alors, vraiment, ce qui m'a fait m'arrêter sur ce jeu, c'est son visuel. Je trouve que la boîte, elle donne vraiment envie d'y jouer alors, c'est un roll and write, hein, donc c'est pas forcément une mécanique hyper originale, mais cette boîte avec l'intérieur en biseau qui va sans doute servir pour lancer les dés dans la boîte, et puis ces petits crayons de couleur et la couverture qui est très très belle. Je trouve que c'est vraiment un bel écrin. Et dans ce jeu, eh ben, on joue tout simplement, c'est un jeu dans lequel les Kingdoms, donc les Kingdoms, les couleurs des Kingdoms, des couleurs des royaumes se sont estompées. Des monstres errent dans la nature et l'obscurité règne, et donc nous on va devoir remettre de la couleur dans le royaume, et en fait à chaque tour on va lancer des dés, on va choisir une couleur, on va pouvoir colorer des zones sur sa feuille, et ça va apporter d'autres choses, on va battre des monstres, on va gagner des sorts, etc.
c'est un roll and write sans doute très classique. Les roll and write, c'est comme beaucoup de jeux, type jeu de pli, petits jeux comme ça. On vous le dit, c'est un roll and write. Après, il faut y jouer pour vraiment avoir les émotions et savoir si ça marche bien. Mais je trouve que la couverture est vraiment très chouette. Et enfin, le dernier jeu, c'est celui qui est la grosse hype. Alors, c'est pas tout à fait le dernier, mais presque. C'est un jeu de Richard ? Oh, waouh, Richard Container. Waouh. C'est vraiment nul, mais je suis très content de l'avoir faite. Oh, je la trouve super. Ouais, vous pouvez réagir dans le chat vraiment et en commentaire sur YouTube pour cette blague. Elle est vraiment. N'hésitez pas. Hein, je peux pas empêcher en fait. Je suis vraiment désolé parce que ça n'apporte pas grand chose à l'émission. Elle est très moche cette couverture. Hein. Le bateau, on a l'impression qu'il vole au-dessus de la mer qui est loin. En fait, c'est un raz-de-marée qui arrive, je crois, à la mer sur cette page. Après, c'est par le raz-de-marée. Ah, moi, je te trouve dur avec la couverture. Je la trouve pas si mal. Alors, c'est pas là, c'est le bandeau. C'est le bandeau c'est le bandeau Kickstarter. Hein, c'est pas la boîte. Hein. La boîte, elle est pas structurée la police comme ça. Il n'y a rien qui va, arrête. Ah bah, je suis pas d'accord. C'est all play. Le bateau, il vole au-dessus de la mer. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien. Bah si, regarde, il est pas dans l'eau, le bateau. Non, oui, ça, d'accord. Bah on est d'accord. mais ça me dérange pas. J'espère que j'invoque les grands esprits sur le chat que Maud Chalmel est toujours là pour me défendre. Non, c'est pas de l'IA du tout là pour le coup. Il y en a qui disent là, oui. Vraiment, alors, je sens que tu allais dire quelque chose de pas bien. Non, la perspective. Je suis pas sûr qu'elle maîtrise, mais en tout cas c'est différent. Non. Johan qui nous apprend quelque chose de bien triste, qui dit que l'un des 2 auteurs de ce jeu est décédé. Écoute, alors ils sont 3 dans ma liste d'auteurs, donc ça doit pas être l'un des 2 auteurs, ça doit être l'un des 3 auteurs, mais un des auteurs apparemment décédé. Donc je n'étais pas au courant. Condoléances à la famille. C'est un jeu, en fait, à la base de 2007. Alors, je vais en parler quand même parce que le jeu est en ce moment au sommet de la hype sur Board Game Geek. C'est dans le top 3, je crois. C'est dans les jeux de hotness les plus attendus. C'est en ce moment en financement participatif. C'est édité par Allplay. Allplay, on adore la qualité d'édition de Allplay. Les boîtes sont vraiment superbes. Parfois, les jeux sont pas aussi bien, sauf que ils se sont lancés un peu dans la réédition notamment, ils ont réédité Through the Desert de Rainer Knizia dans un format réduit, pas trop cher, magnifique. J'y ai joué cet été, c'est vraiment, vraiment une super réédition. Et j'ai un peu l'impression qu'ils se lancent dans on va rééditer des jeux dans des boîtes pas trop grandes, avec du joli matériel. Et là, c'est un jeu de 2007, donc de Franz Benno Delonge, Thomas Evert et Kevin Nesbitt, qui est illustré par Adam Alzur-Boardman, qui visiblement n'a pas le style qui convient à Martin. Et en fait, c'est un jeu, moi, quand j'ai été regarder le pitch, je me suis dit, mais je veux trop jouer à ça. C'est un jeu dans lequel on a des petits bateaux devant nous, vraiment des gros containers, avec des espaces pour mettre dedans, des grands bateaux, des grands paquebots, avec des espaces pour mettre des containers. Le matos, c'est vraiment très chouette. Et c'est un jeu dans lequel vous allez à votre tour soit produire, alors c'est un petit peu compliqué mais c'est malin, c'est de l'économie fermée en fait, hyper intelligente, dans lequel à la fin du jeu vous devez être celui qui a le plus d'argent et à votre tour vous allez soit choisir de produire des usines, soit de produire des ressources de ces usines, donc auront certains types de ressources, un certain type de couleurs. Puis les autres joueurs vont vous acheter des ressources chez vous, qu'ils vont eux-mêmes ensuite mettre en vente aux enchères au centre du plateau. C'est-à-dire c'est vraiment du commerce. C'est tu produis ça, je viens l'acheter chez toi, mais après c'est moi qui le vends. Je suis l'intermédiaire, c'est moi qui le vends sur l'île centrale. Et en fait, on a tous des petites cartes avec, pour moi, les containers rouges, ça va me faire 4 points par container pour moi. Donc, on ne sait pas qui est intéressé par quel type de ressources. Et donc, on va parfois fabriquer des choses qu'on va vendre vraiment pas cher, qui vont être, qu'on va vendre à quelqu'un qui n'est pas intéressé par cette ressource mais qui se dit qu'il peut la revendre, etc. Donc il y a quelque chose de super intelligent dans le gameplay et de super visuel aussi avec ces gros bateaux qui se baladent. J'espère. J'ai pas été voir d'ailleurs le visuel de la boîte. Là, j'y vais maintenant. Je vais sur le projet.
Mais il n'y a pas d'image encore parce que le projet n'est pas encore lancé. Ça va être lancé bientôt, donc il n'est pas en cours de financement. Il va arriver en financement sur Kickstarter. Mais le matériel déjà de la version d'origine, vous voyez, les bateaux, ils sont grands comme ça, quoi. Donc c'est vraiment le genre de jeu avec un gameplay simple qui me fait très envie avec une belle réédition. Donc ça, moi, je vais vraiment vraiment courir après. J'ai jamais joué, figure-toi. C'est un jeu qui date un peu. Et Johan dit que c'est vraiment génial, donc ça me donne très envie d'y jouer. Voilà. Alors, Quand dès il y a que des conseils de Johan copains, dit forcément. quelque chose. Bah non, mais c'est pas ça. Il n'y a aucune raison de dire ça si c'est pas le cas, surtout sur un Non, jeu c'est qui vrai. date un petit peu. Ça me. Ouais, les Il conseils, dit on les sent carrément plus, le ce conseil jeu des est uns et une des autres. tuerie. Ce jeu est une tuerie, il dit. Moi, c'est pas génial. Il dit c'est une tuerie. Mais moi, je le sens. Ça sent le bon jeu, ça sent le bon jeu. Et le matos, c'était fou pour l'époque, ouais. Voilà, donc ça, c'était Container. Et à mon avis, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre et qu'il ne faut pas rater. Et voilà, une nouvelle extension a été annoncée pour Narak chez CGI. Tout simple, on ne va pas s'éterniser dessus. Il y en a eu plein Mais déjà, on sait qu'il y a voilà, il y en a plein, mais on sait que vous êtes assez fan. Moi, je suis fan, oui, tout seul. Je sais pas. Oui, mais Narak, c'est un jeu qui a beaucoup de succès, quoi, on va dire. Moi, je suis pas fan, donc. Moi, j'aime beaucoup Narak et c'est un plaisir où je vois tous les défauts du jeu et en même temps, on parle de plaisir personnel en fait. J'ai beaucoup de plaisir à y jouer. J'aime bien ce que ça évoque chez moi. Je joue très vite aussi. C'est un jeu sur lequel, quand on a un peu l'habitude, ça va assez vite et ça me permet de prendre un plaisir de gestion, mais assez léger parce que c'est ce que je recherche un peu aussi actuellement, c'est d'avoir des thèmes qui sont tellement forts que ils font passer ce qui peut être considéré comme des défauts d'une manière logique. Là, il y a beaucoup de hasard à l'intérieur de ce jeu, alors que moi j'aime bien quand même pouvoir programmer ma gestion, ma programmation, mais le fait que l'univers soit fort comme ça justifie aussi, bah oui, t'as des rencontres, t'as des surprises, t'as des événements que tu maîtrises pas, c'est ça qui va faire que tu gagnes ou pas parfois, mais c'est très agréable, c'est très plaisant à jouer, donc j'aime beaucoup ce jeu-là, j'ai envie d'avoir des jeux de gestion qui ont des thèmes un peu originaux aussi, que tu ressens en jouant. C'est rigolo parce que y a Gauthier de Cotreau qui passe dans le chat qui dit ça marche bien mais je préfère Dune. C'est marrant, ça me rappelle, j'ai l'impression d'être dans la nostalgie de cette époque où on affrontait comparait forcément. les deux, ouais. Ouais, c'est ça, c'était J'ai pas besoin de forcément comparer les deux, moi. quand tu C'est deux jeux parlais de différents. Narak, tu parlais de Dune et quand tu parlais de Dune, tu parlais de Narak. J'ai pas du tout les mêmes sensations entre les deux jeux, mais vraiment pas. Ce qui fait que c'est vrai qu'ils sont très comparés. C'est pas les mêmes auteurs, hein, mais comme ils sont sortis les deux cette année-là, bah il y a eu beaucoup de comparaisons. Et Dune, c'est plus riche, c'est plus exigeant, il y a plein d'aspects, notamment les interactions entre les joueurs sont aussi assez forts. Bon, il y en a dans Narak bien entendu, mais je me concentre davantage sur ma stratégie, mes objectifs et je fais en fonction de ce que les autres ont fait. Dans Dune, je trouve ça plus impliquant. Je vais pas faire 12 parties de Dune, moi, en ce qui me concerne, d'affilée. Et par contre, j'aime bien ma petite partie de Dune que j'ai prévue. Narak, c'est un jeu où j'ai fait des parties sur BGA, notamment en boucle, ce que je fais pas sur Dune. On parle un petit peu de ce qu'on a fait en dehors du jeu de société ? Oui. Enfin, on peut se détendre. Le travail est fini. Donc, un peu de jeux vidéo auxquels on a pu jouer ces derniers temps. Alors, tu as fait une vidéo sur Pic, tu m'as dit, j'ai pas été voir cette vidéo. Ça a été fait ? En fait, Pic, c'est un jeu que je surveille depuis, enfin pas que je surveille, mais auquel j'avais envie de jouer depuis des semaines. Et en fait, il faut des conditions quand même, il faut réunir des conditions pour pouvoir y jouer. Donc ça vient vraiment de sortir, c'est tout frais. Hein. Là, on n'est pas dans c'est sorti cet été, je crois, ou un petit peu avant. C'est un jeu qui, à la base, qui a été développé par une petite équipe. Hein. Je sais même pas si c'est pas, je vérifie, mais parfois c'est carrément des mecs tout seuls. Non, c'est Agro Crab et Landfall, et c'est sorti donc en 2025. Et ça n'avait pas vocation, ça avait vocation d'être un petit jeu, mais pas vocation d'être un hyper succès. C'est-à-dire que je pense qu'ils espéraient que ça marche, mais ça n'a pas marché. Ça a cartonné. Il y a des millions de copies qui se sont vendues en un temps record. Je crois qu'on est à 2 millions de copies. Voilà. Qu'on me corrige si je dis des bêtises. Et en fait, le jeu se joue en équipe de 4. Donc c'est pour ça qu'il faut réunir les conditions. Chacun achète une copie du jeu. Hein, c'est pas une copie du jeu partagée. Par contre, le jeu est à 7,50 €. Donc vraiment, c'est pas un très gros budget. Et c'est
hyper rigolo. Le principe, vous êtes 4, vous êtes échoués sur une île, on a une petite jauge de faim, une jauge d'énergie, une jauge. Ça rappelle un peu l'énergie qu'on a quand on grimpe dans Zelda, une jauge de port aussi. Et en fait, dès qu'on porte quelque chose ou dès qu'on a faim, ça fait réduire notre. C'est assez intelligent d'ailleurs comme système, hein, notre capacité à grimper, etc. Et le but du jeu, c'est quoi ? Eh ben, c'est de grimper la montagne. C'est d'aller le plus haut possible. Et à chaque fois qu'on grimpe une montagne et qu'on croit qu'on est arrivé tout en haut, eh ben, il y a une autre montagne qui apparaît. Et la mécanique qui est super, c'est qu'en fait, on va pouvoir s'entraider. Le but, c'est d'arriver, qu'au moins un d'entre nous arrive en haut. Et c'est jouer, bien sûr, sur le comique. Déjà, les personnages ont des façons de se bouger qui est un peu marrante. On peut se grimper dessus, on peut lancer des... Il y a des tas de choses absurdes. Un des premiers objets qu'on trouve, il y a des pluches, il y a des frisbees, on va pouvoir jouer avec tout ce qui est dans le décor et c'est plutôt très, très rigolo. Et on va devoir grimper cette montagne. Et donc, s'il y en a un qui est plus chargé, quand nous, on monte sur un rocher, et on se retourne, on tend la main et l'autre personnage va pouvoir s'aider de la main qu'on a tendue pour pouvoir grimper à son tour. Et c'est cette idée d'entraide et de coopération qui est au cœur du jeu. Et ce qui le rend très comique, c'est que bien sûr, rien ne se passe jamais. Puis déjà parce que les manips sont compliqués, c'est des personnages un peu caoutchouc, ça rebondit dans toutes les directions, c'est pas si simple. Et parce qu'on affronte 1000 dangers toutes les 2 secondes. Tomber d'un truc un peu haut, on peut potentiellement mourir sur le coup. On est empoisonné par ce qu'on mange. On va avoir enfin, on n'arrête pas d'avoir des avanies. Et en fait, ce qui est ça c'est très très marrant. Et le petit détail très rigolo, c'est que quand on meurt, on ne quitte pas l'aventure, on se transforme en petit fantôme qui peut suivre tous les autres. Donc si on s'éparpille, le groupe s'éparpille, le petit fantôme il peut aller d'un joueur à l'autre et suivre et dire elle est de l'autre côté du mur, elle est à ce niveau-là, etc. Donc on se retrouve à pouvoir donner des infos. Et si à chaque fin de montagne, on va dire, parce qu'il y a plusieurs montagnes d'affilée, on peut redonner la vie aux personnages qui sont morts. Donc ça, on peut se dire, on en aide un à monter tout en haut. C'est vraiment l'idée de tous pour un et un pour tous, quoi. Et vraiment, ça crée des situations de rigolade, mais comme j'en ai rarement eu. On a fait un live hier avec Barik Erwin et Mélodie Leblond. Et sur ma chaîne hier soir, c'était sans préparation, enfin c'était vraiment à l'arrache. Mais si vous voulez avoir une idée du jeu, c'est en replay sur ma chaîne Twitch et c'est vraiment vraiment très très marrant. Pique, là j'ai envie que de jouer à ça. J'ai envie de bien sûr on est tous morts, enfin toutes mortes. Hein. On n'a pas réussi, on est tombé à la 2e montagne après 2 heures d'escalade, mais on peut arriver jusqu'en haut et on lance. Faut forcément être 4, hein, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il faut forcément être 4, mais en tout cas, je pense que c'est moins drôle, ouais. Je pense qu'on doit pouvoir faire aussi jouer avec des gens qu'on ne connaît pas, mais jouer avec des gens qu'on connaît, c'est génial. Mieux, ouais. Et autant je ne suis pas une très grande fan du multiplayer total, c'est-à-dire des jeux où on joue en réseau avec des milliers de gens qu'on ne connaît pas. Autant j'adore le multijoueur en ligne à petit comité qui vit une aventure et qui va pouvoir se raconter ses très souvenirs. Chouette. La présentation me fait super envie. J'irai jeter un petit coup d'œil à la vidéo que vous avez faite, mais je sais que j'y jouerai jamais, donc je vais oublier très vite ce jeu parce qu'il faut être 4, donc aucune chance d'y jouer. Quand tu veux pour une partie, si tu veux, je pense qu'un Ludo serait motivé. Ça pourrait être... faut trouver Il faut trouver les occasions. Tu es en train de sous-entendre qu'il faut des loisirs, du temps de loisir. C'est ma grande difficulté sur le jeu vidéo. On fait un live dessus, ça devient un temps de travail. Le travail, moi, c'est associé à une rémunération souvent. Oui, d'accord, ok. Là, je suis pas convaincu. Ça reste du loisir, et c'est très bien. Mais non, mais ça me plairait. Mais je joue jamais j'ai jamais l'occasion de jouer avec des groupes, ça n'arrive pas. Alors moi, les quelques occasions que j'ai de jouer, c'est quand je m'accorde 20 minutes le soir ou à des petits moments, et j'ai joué au Donkey Kong Bonanza. Je me suis lancé là-dessus. J'ai 2 retours sur ce jeu-là. J'ai à la fois au départ, j'étais pas très emballé parce que moi, l'univers graphique
l'univers Nintendo de manière générale me parle pas beaucoup. Hein. Dès qu'il y a du Mario, dès qu'il y a du Donkey Kong, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire et que cet univers, j'ai pas envie de rentrer dedans. Je comprends pas ce que ça raconte. ça me raconte rien, plus exactement. Et on a dit beaucoup de bien de ce jeu. J'ai voulu tester. Il y a un principe qui est assez original. Je sais pas si je peux lancer. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le play là? On va regarder. Ah, c'est une vidéo YouTube. Je coupe le son, hop. Il y a un principe qui est rigolo, c'est qu'on peut tout casser dans l'univers où on arrive. Presque tout casser, parce qu'il y a des murs un peu plus solides que d'autres, mais vous arrivez, vous voyez tous les jolis décors, et il y a un aspect très récréatif de taper par terre, ça se casse, vous gagnez des pièces, et pendant des longs moments, un petit peu comme dans ces jeux à monde ouvert qui quand ils sont arrivés, on s'est rendu compte qu'il y avait un but du jeu, mais qu'on faisait pas le but du jeu, on allait plutôt se balader partout, et ben c'est pareil sur Donkey Kong, et ça marche très très bien, vraiment, t'as du plaisir pendant 10 minutes à casser tout ce que tu vois, puis au bout de 10 minutes, tu te dis, bon bah peut-être qu'il y a un but du jeu quand même, peut-être que je vais aller faire là où on m'attend, je vais aller suivre l'aventure. Et cet aspect-là fonctionne vraiment bien, c'est plutôt plaisant. C'est l'inverse d'un Minecraft. Tu casses aussi dans Minecraft pour looter, mais on est un peu dans un esprit particulier là-dessus. Cette dimension supplémentaire il y a peut-être quelque chose en dessous du sol, je peux le trouver en creusant. J'ai beaucoup fait ça, moi, ce qu'on voit là à l'écran, creuser en dessous du sol pour aller chercher des choses au cas où, et en oubliant le but du jeu, et en pas du tout avancer sur ma partie, ou faire des tunnels à rallonge. Oh là là, mais oui, d'accord. Mais du coup, le monde est sans fin, en fait. T'as l'impression que tu peux aller dans toutes les directions. Alors, il y a un sol, souvent, loin sous terre, tu arrives sur une zone où tu peux plus taper parce que tu n'as plus la force de casser les choses. Mais tu peux vraiment partir sous le sol. Et c'est génial. C'est une dimension en plus. Ça te permet de récupérer des pièces qui vont te servir pour d'autres choses, d'ailleurs, parce que tu en gagnes tout le temps. Là, le plaisir ludique est immédiat. C'est vraiment très récréatif, cet aspect-là. Donc cet aspect est très réussi. Ce qui me manque, moi, c'est le côté narratif, parce que vraiment, j'en ai rien à foutre de ce que ça me raconte comme histoire. Le but du jeu, je le comprends pas vraiment, mais bon, comme le gameplay est très réussi, j'avance quand même et je continue à jouer à ce jeu. Ça a été mon jeu de l'été. J'ai joué pendant un peu tout l'été. Mélodie dans le chat qui dit en gros t'es une taupe. Voilà. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que c'est le point faible de pas mal des jeux Nintendo, et ils sont connus pour ça. Zelda, ils ont jamais vraiment renouvelé le but du jeu. C'est toujours la même histoire depuis 30 ans. 1000 ans. Et encore, l'histoire de Zelda, elle est forte, comparativement à celle de Donkey Kong, où vraiment, on en a strictement rien à faire. Le personnage est creux comme c'est pas possible. C'est ça. Mais c'est des jeux qui se font une réputation par leur gameplay, par les idées mécaniques de gameplay. Là, par exemple, ils sont partis, je pense, de l'idée de t'es une taupe, et à quel point on peut creuser, explorer, détruire. Je trouve que moi, ça m'a un peu donné envie, parce que j'aime bien l'idée de pouvoir tout détruire de façon de se sentir hyper puissant. Et alors que je suis pas très fan de Donkey Kong à la base. Ouais, non, le gameplay est vraiment bien. Ça défoule en réalité. Alors ça peut faire mal au pouce. C'est fou de se dire que Nintendo n'arrive pas. Enfin, je trouve ça dingue. C'est vraiment. Non, mais je crois qu'ils veulent pas. C'est ça. C'est dans leur ADN. Donkey Kong, Zelda, Super Mario. Voilà, on sort pas des rails. C'est nos licences, et le reste, débrouillez-vous. Et c'est vrai que moi, en ce moment, j'ai vraiment tendance à avoir envie d'aller vers des univers inconnus et des idées. Des idées neuves, mais ils sont si forts. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'ai dit juste avant sur les jeux de société, que j'avais envie d'avoir des univers forts, pas juste de la gestion pure avec un tableau. Donc, je le ressens complètement. Mais l'aspect gameplay est important aussi dans un jeu vidéo. Et là, sur celui-ci, c'est vraiment nickel. C'est aux petits oignons. Donc, le plaisir tactique, les chorégraphies qu'on fait avec les personnages, c'est pas le bon terme, mais je suis nul en jeu vidéo, j'aurai jamais les bons termes. Le plaisir est bien présent. Je pense que c'est ça qu'on relève. Et depuis toujours, c'est la réputation qu'ils ont forgée depuis le Super Mario Land numéro 1. C'est ce plaisir de gameplay et de jeu, parce qu'ils sont hyper attachés chez Nintendo à faire quelque chose d'extrêmement fluide, plaisant, réactif, dynamique. Quand tu compares les jeux qui étaient sortis en même temps que Super Mario, tu as l'impression qu'ils ont 30 ans d'avance. Et encore aujourd'hui, quand tu joues à certains jeux, tu fais « Mais c'est fou comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir cette qualité-là de réactivité, de plaisir de jeu. » Et là-dessus, ils sont imbattables, pour l'instant.
Alors, ils ne prennent pas de risques, nous dit Tisseur de rêve, sur les licences Nintendo, mais ils prennent des risques sur le gameplay, parce que là, on est vraiment parti dans une direction qui est complètement différente, que moi, j'avais pas ressenti vraiment. Je suis pas du tout un expert, donc je vois des listes de jeux que vous me citez sur le chat où il y avait déjà ce type de sensation peut-être, mais moi je les avais pas vécues, donc je trouve ça plutôt chouette. Voilà, c'était pour les petits conseils de fin d'émission, en dehors du jeu de société. Évidemment, le reste du temps, on vous parle de jeux de société, et on en a beaucoup parlé dans celle-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci Pénélope. Eh ben, merci à toi. On se croise à Vichy quand même. Oui, bah bien sûr. Hein, rapidement, comme d'habitude. Hey. On pourra essayer peut-être de jouer ensemble. C'est la fin de cette émission. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.